Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Un enfant, même s'il est aimé, peut ne pas se sentir aimé parce qu'on est dans une histoire de langage de l'amour. Et peut-être que la manière dont ma mère me montre son amour n'est pas celui qui remplit mon réservoir d'amour. Donc il y a énormément d'enfants, d'adolescents et d'adultes qui ne se sentent pas aimés parce qu'ils n'ont pas le même langage que leurs parents. Alors que ce n'est qu'une question de langage. Qu'une question de langage. Mais si on avait tous notion de ces langages de l'amour, on se sentirait plus facilement aimé. Merci d'être avec nous, bonjour et bienvenue, nouvelle rencontre avec mon invité. Vous allez voir que de la kinésithérapie à la kinésiologie, il n'y a pas parfois qu'un pas qu'a décidé de franchir Audrey May. Elle est installée sur les canapés, je suis ravi de l'accueillir. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous ne regrettez rien d'avoir franchi ce pas? Je suis en joie. C'est vrai? Ouais. Bon, merci d'être avec nous. On va parler aux éditions Le Duc, chez nos amis de Le Duc, d'un livre qui s'appelle Le Grand Livre de la kinésiologie spéciale enfant. C'est très intéressant comme livre parce que la grande question que tous les parents se posent, c'est: peut-on tout dire aux enfants? Peut-on... Alors, j'ai reçu ici quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'appelle Bruno Clavier, qui est un psychanalyste, et qui dit, lui, il faut tout dire aux enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Tout dire. Ils sont capables de tout entendre à partir du moment où on pose les justes mots. En fait, ils sont télépathes, ils ont des antennes, en fait. Donc, à partir du moment où on leur dit pas exactement la vérité, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, on va avoir des crises de colère, des troubles du sommeil, etc. Et des angoisses, et les conséquences que l'on connaît ensuite derrière, et qu'on a souvent du mal à gérer ou à maîtriser avec les parents. Complètement. Qui se trouvent souvent complètement désœuvrés. Alors, on va voir de quelle manière la kinésiologie entre dans votre vie. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez fait ce pont entre la kiné et la kinésiologie? Donc j'ai commencé par être kinésithérapeute et très rapidement, je me suis dit, mais il manque quand même quelque chose d'important dans mes séances, c'est-à-dire les émotions des êtres humains. Tous les kinés que j'ai rencontrés ont fait ce constat. Ah oui, j'étais très déçue en fait. Et ils me disent tous la même chose en disant, je voyais revenir les gens dans mon cabinet 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Sur l'instant, ça les soulage. Mais le problème revenait, il était récurrent systématiquement. Ça a été ça aussi votre constat? C'est exactement ça, parce que je discutais énormément avec mes patients et je me rendais bien compte que derrière leur douleur d'épaule ou de dos, en fait, il y avait une histoire, il y avait un traumatisme. Et plus je les faisais parler, plus il se passait des choses dans le corps et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ce qu'on m'a appris à l'école, il me manque quand même quelque chose. Et en fait, j'avais entendu parler de la kinésiologie et j'ai mon ex-petite amie qui s'est suicidée. Et pendant 1 an, je n'ai fait que de pleurer et je n'avais pas envie d'aller voir un psychologue. Et je me suis dit, je vais aller voir une kinésiologue et ça a été radical. Et je me suis dit, waouh, ça m'a bluffé. Alors je me suis dit, je vais faire 4 jours de stage. Et je suis tombée dans la marmite. J'ai repris mes études de kinésiologue et j'ai arrêté petit à petit la kinésithérapie. Alors que vous auriez ça aurait pu être évidemment très complémentaire pour le coup. Oui, mais en fait, j'étais frustrée en kinésithérapie parce que, en fait, pour moi, la kinésiologie était tellement efficace en très peu de séances. En fait, en kinésiologie, on arrive dès le début à savoir exactement quelle est l'origine de la cause, alors que, par exemple, pour une douleur d'épaule, en 1 ou 2 séances de kinésiologie, c'était réglé. En kinésithérapie, il aurait peut-être fallu 30 séances. Comment choisir, comment travailler avec votre pierre d'ancrage? Saviez-vous que votre voix cache un pouvoir extraordinaire? Et si un message du ciel pouvait vous redonner le sourire, dénouer une situation ou tout simplement vous remettre sur le chemin de votre vie? Saviez-vous que chacun d'entre nous possède un animal de pouvoir, un guide spirituel qui peut nous accompagner tout au long de notre vie? Dans notre atelier, vous allez vivre avec nous une immersion sonore, ressentir, vibrer en connexion avec votre voix. Et pour cela, il nous faut des outils vibratoires puissants, les baumes sonores. Je vous donne rendez-vous pour un week-end exceptionnel, le 24 et le 25 mai à Nancy. Aux ateliers d'ABC Talk, corps, âme, esprit, avec Marc Leval et toute son équipe. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Nous allons partager un moment d'humanité que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Pensez bien à prendre vos billets sur abctalk.fr. Et à très bientôt.
Alors justement, c'était ma prochaine question, c'était de savoir effectivement comment est-ce que vous présenteriez la kinésiologie? Pour moi, c'est une médecine douce qui permet d'interroger la mémoire cellulaire. Il faut savoir que depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, tout est enregistré dans les cellules, comme la boîte noire d'un avion. Et en fait, la kinésiologie permet d'interroger cette mémoire cellulaire et de savoir exactement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis comme ça, quelle est l'origine de ce mal-être, de ces douleurs, de ces maux. Alors on a souvent, et on a déjà fait des émissions sur la kinésiologie ici, mais on a souvent l'image assez réductrice du test, avec cette petite pression qui est mise parfois sur le... Mais évidemment, ça n'est pas que ça. Non, point du tout. Non, après, ça reste un outil pour aller, comme un détective privé, chercher exactement les bonnes informations au niveau de l'inconscient. Oui, absolument. Alors, vous avez parlé, bien sûr, de ce drame que vous avez connu. Et vous n'aviez pas, à l'époque, voulu consulter de psychologue? Non, parce que pour moi, je me disais, j'ai pas du tout envie de parler. Enfin, je sais pas, je pense que j'avais une mauvaise image de la psychologie, certainement. Et puis, j'avais été intriguée par la kinésiologie. Et en fait, ça a été comme une sorte d'appel, en fait. Ouais. Et donc, pendant votre séance, qu'a révélé la kinésiologie? Alors, c'est pas forcément sur le moment, c'est que pendant 1 an, je pleurais tous les jours. Et à la suite de la séance, j'ai arrêté de pleurer, en fait. Enfin, les pleurs se sont diminués. Je me suis dit, mais en fait, il s'est vraiment passé quelque chose, sans savoir vraiment ce qui s'était passé pendant la séance. C'est plus l'après. Donc, elle est allée rechercher, la kinésiologue est allée rechercher dans vos mémoires cellulaires ce qui avait engrammé ce que vous ressentiez à ce moment-là? Complètement. Mais c'est vrai que je me souviens surtout de l'après, du résultat, en fait. J'ai été bluffée. Je me suis dit, waouh. Donc, vous l'avez... Et c'est toujours ça qui est intéressant, c'est qu'on se demande si les thérapeutes commencent toujours par eux-mêmes. C'est ce qu'on dit en règle générale. Donc là, vous êtes l'exemple type de ce qui a pu se passer. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes posé la question de savoir, mais attends, ça, il faut peut-être le retranscrire pour des parents qui auraient besoin aussi d'avoir une approche un peu différente avec leurs enfants? En fait, il y a eu 2 choses en parallèle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était peut-être intéressant d'appliquer ça aux enfants. Et de par mon histoire, où en fait, moi, depuis que je suis toute petite, je me posais énormément de questions sur mon histoire, où je suis, quelle est ma place, enfin, je m'interrogeais sur est-ce que mes parents sont bien mes parents. Donc ça a duré 36 ans, et au bout d'un moment, j'ai fini par aller poser la question à mes parents pour savoir si mon père était bien mon père, et j'ai appris qu'en fait, mon père avait des difficultés à avoir des enfants, et qu'il y a eu un don de sperme, et en fait, j'étais là, mais depuis toute petite, je sentais je sentais quelque chose. J'étais persuadée d'être stérile, mon frère était persuadé d'être stérile, enfin, je pourrais en discuter des heures, et je me suis dit, mais je ne veux plus qu'aucun enfant vive ce que j'ai vécu, c'est-à-dire dans des non-dits, dans des secrets de famille. Et en fait, j'ai utilisé la kinésiologie, plus la traduction de bébé que j'avais appris à l'époque pour créer la méthode Raconte-moi mon histoire, qui va permettre, en utilisant des objets, de raconter l'histoire à l'enfant pour poser tous les mots. Alors, il faut que vous nous expliquiez. Qu'est-ce que vous aviez dit avant, les bébés, la méthode? Traduction de bébé. Traduction de bébé, ça c'est? En fait, Brigitte Denis, qui est canadienne, a inventé la traduction de bébé, notamment la méthode parole au bébé. Et en fait, c'est une des branches de la kinésiologie où elle utilise le test musculaire pour aller interroger l'âme du bébé. Et en fait, j'étais formée à ça, plus la kinésiologie. Mais il me manquait quelque chose. J'avais pas envie d'utiliser justement le test musculaire sur les parents. Et je me suis dit, il faut rendre les séances attractives. Et je me suis dit, mais en fait, les objets, c'est vraiment ça. Je n'ai pas à manipuler les enfants. Mais ce qui est assez dans votre histoire, ce qui est assez incroyable, c'est qu'au-delà du drame que vous avez connu à l'âge de 28 ans, lui, il est parti à l'âge de 28 ans. Hein. Il est décédé à 26 ans, mais j'avais 28 ans. Vous aviez 28 ans. Plus le secret de famille révélé. Ça va. On est pas mal. On est pas mal. J'appelle ça des cadeaux mal emballés de la vie. Ouais. C'est souvent ce que disent les gens quand ils subissent ça. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, vous partez de ce constat-là qui est de dire, ça existe chez les autres. Ça doit exister aussi, ce genre de situation chez les autres, et il ne faut plus que ça se passe comme ça. Oui, je le sens vraiment comme une mission. C'est vraiment quelque chose qui m'appelle fort en me disant non, les parents ne savent pas mettre des mots, ils ne savent pas faire. Donc je me suis dit, il faut absolument les aider, les accompagner à dire telle ou telle chose à leur enfant. Et vous êtes quand même la preuve aussi que les enfants ressentent les choses. Et vous ressentiez depuis le départ qu'il y avait ce mal-être global, général de votre être vis-à-vis de vos parents, pour le coup. Complètement. Et enfin, c'était fou. Mon frère, il est pas du tout là-dedans, mais lui, il était persuadé qu'il était stérile. C'est-à-dire que la même année, on a fait des tests pour savoir si on était stérile ou non, sans se concerter. À ce moment-là, je me suis dit, non, mais il y a forcément quelque chose. Et en fait, on portait en nous
la stérilité de notre père. C'est-à-dire qu'on en était convaincus alors que c'était pas à nous. Et en fait, on se transmet quand même deux choses de génération en génération. Alors ce livre, le grand livre de la kinésiologie spéciale enfant, comment vous le présenteriez? Que diriez-vous? Je dirais que c'est un livre que j'ai écrit pour les parents et au fur et à mesure où je l'ai écrit, je me suis rendu compte que c'est venu apaiser la petite Audrey et j'ai de plus en plus de lecteurs qui me disent « Mais Audrey, à la lecture de ce livre, je me suis rendu compte que ça avait apaisé le petit bébé en moi. » Et en fait, je vais retracer tout ce qui peut se passer depuis l'avant-conception, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pour aller nommer les pensées limitantes que l'on peut mettre en place depuis notre tout début de vie et pour savoir, pour indiquer aux parents de quoi on a besoin, quels sont les mots qu'on peut utiliser pour dire la vérité aux enfants. L'avant-conception, c'est transgénérationnel? Pas forcément, en fait. Tout ce qui se passe dans les 9 mois avant la conception, dans la vie de la mère et du père, fait partie du programme génétique de l'enfant. Sauf que ça peut être ces problématiques génétiques, si je puis dire, cet engrammage cellulaire dont on parle beaucoup ici, peut venir de bien plus loin. Complètement, oui. Donc là, dans le livre, je parle des 9 mois avant la conception, mais lors de la méthode Raconte-moi mon histoire, on va bien plus loin. On peut parler d'alcoolisme, de viol, d'inceste, on peut remonter beaucoup plus loin. Et on va poser avec les objets l'alcoolisme de papy, l'inceste de la grand-mère et tout ça. J'aime bien ces exemples. L'alcoolisme de papy, l'inceste, oui, c'est ça, exactement. Bon, on se rend compte que ça revient quand même très souvent, donc... Ouais. Mais c'est aussi le contexte de l'époque. Oui. Donc il n'y a pas de jugement à avoir du tout. sur ces choses-là. Juste un petit mot, et d'abord sur votre histoire personnelle avant de rentrer dans le détail. Au travers de ce secret de famille révélé, qu'est-ce que vous faites de cette information? Tous les gens qui ont des secrets de famille comme ça, vous avez une chance dans votre secret de famille, c'est que vous le révélez. Qu'il vous est révélé en tout cas. D'autres vivent avec ça, sont convaincus qu'il y a un secret de famille, ne peuvent pas ni ne savent pas exactement comment aller le chercher. Donc peut-être qu'au travers de la kinésiologie, vous pouvez sans doute révéler des choses. Ça peut. Ça peut. Est-ce que c'est souhaitable? Pour en discuter, parce que depuis que j'ai parlé du secret, depuis que le livre est sorti, j'ai quand même de plus en plus de personnes qui m'écrivent en disant « Mais Audrey, moi aussi, je sens les choses et en fait, j'ai besoin. » Et en fait, c'est tant qu'on ne connaît pas la vérité, il se passe quelque chose dans notre corps. Enfin, c'est un appel. C'est-à-dire que c'est comme si on ne pensait plus qu'à ça. Mais ça veut dire qu'il faut investiguer à chaque fois? Pour moi, je dirais oui, parce que moi, ça m'a tellement apaisé. Alors après, ça reste mon histoire. Est-ce que mon histoire est valable pour tout le monde? Mais si on ressent qu'il y a quelque chose... C'est intéressant que vous disiez « ça m'a apaisé », parce qu'une fois que vous avez su la vérité, ça vous a apaisé. Oui. Il n'y a pas eu une phase habituelle de déni, de colère, de tout ce que l'on connaît? Non, parce que j'avais enfin la réponse. Moi, ça faisait 36 ans que je cherchais, donc... je comprenais... En fait, toutes les pièces du puzzle se sont rassemblées. Je me suis dit, je comprends pourquoi je suis stérile, je comprends pourquoi j'ai des difficultés à avoir des enfants, parce que ma mère m'avait toujours dit « Audrey, j'ai tellement souffert pour t'avoir, que la petite Audrey, elle s'était imaginée qu'avoir des enfants, c'était douloureux. Donc, dans ma vie, je n'attirais seulement que des hommes qui ne voulaient pas d'enfants et qui avaient déjà des enfants. Et je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi j'attire toujours ce même style d'homme? En fait, ça rassurait mon inconscient en disant, Audrey, si tu rencontres pas d'hommes qui veulent des enfants, au moins, tu ne vas pas souffrir. Donc, j'ai compris, en fait, tous les mécanismes que j'avais pu mettre en place. Et dans cette approche c'est la kinésiologie qui vous a permis, parce qu'on a du mal à faire le lien, en fait, entre ce secret révélé et tout ce qui s'ensuit derrière, et la phase d'approche avec la kinésiologie. En fait, il y avait déjà toutes les questions que moi je me posais. Il y a eu la kinésiologie, où en fait, on libère petit à petit nos couches. Après, je me suis formée en traduction de bébé, donc j'ai posé de plus en plus de questions à ma mère. Enfin, c'est plus un enchaînement d'événements, d'informations qui m'ont amené à libérer ce secret. Il n'y a pas que la kinésiologie. Enfin, bien sûr, c'est un tout. C'est 1 milliard de puzzles. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, vous avez fait ce livre. C'est une méthode issue de l'alliance des techniques anciennes et modernes. Alors, on parle de quoi? De médecine chinoise? Exactement, de médecine chinoise. En fait, la kinésiologie, c'est issu de la médecine chinoise, de l'acupuncture et de la chiropraxie. Donc ça, c'est tout le côté la kinésiologie. Et puis les mémoires cellulaires de la vie intra-utérine. C'est une vraie boîte à outils, vous le dites, avec des solutions. Et il y a énormément de cas pratiques aussi. C'est vrai que on a le sentiment aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le fait de dire que la kinésiologie est apparentée à une médecine douce et donc une thérapie brève rassure. Oui, et en même temps, j'ai des personnes qui me disent au bout d'une séance, alors j'ai plus besoin de revenir.
Non. Donc, pour moi, oui, il peut y avoir une thérapie brève, mais j'aimerais quand même faire un mot sur le fait que tout ne se règle pas en une séance. Enfin, si en fonction de ce qu'on a vécu, en fait, on a des couches et une séance de kinésiologie ne suffit pas toujours. J'ai quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, mais vous savez qu'une thérapie brève, c'est entre 5 et 10 séances. C'est ça, une thérapie brève. Hein. C'est ça. C'est pas 48 heures, c'est ça que je veux dire. Non, mais dans la tête de certaines personnes, c'est une séance. Donc, non. Non. Non, ça peut arriver. Il y a des fois, il y a des choses, c'est waouh, c'est un coup de flash, mais... Quand on fait, par exemple, le test musculaire, et c'est toujours la référence qu'on a quand on parle de kinésiologie, on l'a évoqué tout à l'heure, on peut comprendre que chez l'adulte, il y ait la facilité de faire ce travail et cette expérience-là. Chez l'enfant, comment est-ce qu'on interroge un enfant? Et d'ailleurs, je vois, notamment sur la première de couverture, c'est un bébé, pour le coup. Comment cette approche-là se fait? Alors moi, pour ma part, le test musculaire, soit on peut le faire en transfert, c'est-à-dire qu'on va faire le test musculaire chez le parent, soit je le fais sur l'enfant, mais je le fais sur l'enfant vers 5-6 ans. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode Raconte-moi mon histoire. Comme ça, je n'ai pas du tout le test musculaire à utiliser, parce que pour moi, ça me paraissait bizarre de faire le test musculaire sur le parent pour parler à l'enfant. En fait, ça ne me parlait pas. Je sais que c'est efficace, mais moi, j'ai besoin que dans ma pratique, je sois en cohérence avec ce que je crois ou mes valeurs. Exactement. Alors, raconte-moi mon histoire. D'abord, d'où ça vient? De ma tête. Non, en fait, à partir du moment où j'ai découvert le secret, je me suis dit plus jamais, quoi. J'ai vraiment envie d'aider les enfants, j'ai vraiment envie d'aider les parents. Et je me suis dit comment je peux faire. Donc, j'avais toute la kinésithérapie, j'avais toute la notion de pensée limitante que j'avais pu apprendre lors de la parole au bébé. Et je suis formée à la méthode ESPER de Jacques Salomé, où on utilise des objets. Et je me suis dit, mais on va mixer les deux. Et en fait, j'ai créé tout un protocole où je vais poser une 60aine de questions aux parents sur tout ce qui a pu se passer pendant la vie intra-utérine, pendant l'accouchement, la naissance. Et je vais poser des peluches. Donc, on va poser papa, maman. Et je peux poser les interruptions volontaires de grossesse. Je peux poser les fausses couches, les émotions. Et au fur et à mesure, on va raconter l'histoire à l'enfant en lui disant bien, peut-être que toi, à ce moment-là, tu as pensé que... C'est là où on a parfois des idées un peu biaisées, parce qu'en tant que parent, on se dit ils ont le temps d'entendre ça. Je veux dire, laissons-les grandir en paix. On entend ça. Bien sûr. Surtout quand je leur dis qu'il va falloir parler d'IVG. On me dit mais on peut pas parler de ça à un enfant. Ben oui, sauf que quand on arrive dans le ventre et que l'autre avant nous est décédé de cette manière-là, en fait, il y a toute cette mémoire intra-utérine, et en fait, en tant que petit bébé, on peut se dire, si l'autre, il est mort de cette manière, moi aussi, je peux mourir. Et en fait, on va retrouver des troubles du sommeil, des difficultés à se séparer, etc. Et l'autre question, c'est de se dire, quel est l'intérêt pour l'enfant que de savoir ça et de grandir ou d'entendre ça? Mais en fait, ça change tout dans son évolution, j'imagine. Oui, parce qu'il peut déjà avoir peur de mourir. Il peut se dire, si c'est passé ça pour l'autre d'avant, ça veut dire qu'à tout moment, mes parents peuvent aussi se séparer de moi, donc il peut y avoir des difficultés à se séparer. Peut-être que la mère, le père peut ressentir de la culpabilité. Donc l'enfant qui est dans le ventre, il peut se dire maman, elle culpabilise à cause de moi. Je vais peut-être avoir besoin de prendre soin des émotions de ma mère. Donc en fait, à partir du moment où on va lui dire la vérité, il va se dire ok, je ne suis pas là pour prendre soin des émotions de mes parents. L'enfant est persuadé qu'il est là pour prendre soin des émotions de ses parents. Et quand je dis à un enfant de 2-3 ans ou plus, ce n'est pas ton rôle, il peut se mettre en colère, il peut pleurer, il peut se dire si, c'est mon rôle. Donc je passe énormément de temps à dire à l'enfant ce n'est pas ton rôle. Jusqu'au moment où il le comprend? Il faut le répéter. Je demande vraiment aux parents à la maison de le répéter à l'enfant en disant « Je suis l'adulte, c'est mon émotion et c'est à moi de m'en occuper ». Comment on sait que les enfants ont ce ressenti-là vis-à-vis de leur... Il y a une espèce de loyauté au travers de l'enfant vis-à-vis de son parent? Il y a ça, puis on est déjà dans une dette. À partir du moment où on arrive au monde, en fait, on est en dette de nos parents, puisqu'ils ont mis plein de choses en place, et inconsciemment, on se sent en dette. Et vous savez bien de quoi vous parlez. Oui. Pour le coup. Carrément. Mais on a tous ça. Hein. Complètement. Quand on réfléchit bien, on a tous ce ressenti-là, enfoui quelque part, sans que ça prenne des proportions difficilement gérables en tant qu'adulte, mais on ressent tout ça, quelque part. Complètement. Voilà. Et c'est des schémas sur lesquels il faut se détacher. Oui. On sent la respiration de soulagement. Hein. Oui, mais en fait, plus j'ai écrit le livre et plus j'ai pris conscience... le livre, il m'a fait du bien parce que je répète énormément, ce n'est pas à toi de prendre soin des émotions de tes parents. Quoi. Ouais. Il y a des exercices que vous préconisez à l'intérieur.
En tout cas, vous analysez des situations, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que si les parents peuvent prendre conscience de certaines choses, trouver les mots pour les dire, c'est vrai qu'on ne s'adresse pas à un enfant de 5 ans comme un adolescent de 12 ou un préadolescent de 12 et un jeune homme qui rentre dans sa vie d'homme, quoi, pour le coup. Est-ce que plus on s'y prend tôt et mieux c'est? Pour moi, oui, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent en séance de raconte-moi mon histoire. Elles sont enceintes et elles me disent « Audrey, j'ai besoin qu'on aille voir comment je peux parler déjà à mon bébé qui est dans mon ventre ». J'ai énormément de personnes qui viennent en prévention avec leurs jeunes enfants en disant « Voilà, on va lui raconter son histoire, comme ça on va partir sur de bonnes bases ». Donc plus tôt c'est fait, mieux c'est. Même un intra-UT... Je vous laisse chercher. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ça impacte même là. Complètement. Et donc, toujours sur la base de ces 60 questions. Oui. Oui, parce que l'enfant, il a besoin de savoir tout ce qui s'est passé avant. Ça peut être, est-ce que papa et maman avaient envie d'avoir un garçon, une fille? S'ils ont très envie d'avoir une fille, va falloir lui expliquer pourquoi ils avaient envie d'avoir une fille alors que lui, c'est un garçon. Et bien dire à l'enfant que ce soit toi ou un autre petit garçon, papa et maman auraient été déçus d'avoir un garçon. Et quand vous schématisez avec les peluches, moi je l'avais vu avec des Playmobil. Ouais. Quand vous le schématisez avec des peluches, les gestes de l'enfant, ou la manière dont il les regarde, il les observe et où il les manipule, parlent? Bien sûr, donc des fois il va y avoir l'enfant qui va se mettre entre les parents, il y a des fois l'enfant qui va éjecter le père pour se mettre à côté de la mère. Moi j'utilise des cœurs, donc je veux dire maman a de l'amour pour toi et c'est pour toute la vie, papa a de l'amour pour toi et c'est pour toute la vie. Il va dire non, maman elle a pas d'amour pour moi, il va prendre le cœur, il va l'enlever. Et ça se fait devant les parents? Oui. Parce qu'un enfant, même s'il est aimé, peut ne pas se sentir aimé parce qu'on est dans une histoire de langage de l'amour. Et peut-être que la manière dont ma mère me montre son amour n'est pas celui qui remplit mon réservoir d'amour. Donc il y a énormément d'enfants, d'adolescents et d'adultes qui ne se sentent pas aimés parce qu'ils n'ont pas le même langage que leurs parents. Alors que ce n'est qu'une question de langage. Qu'une question de langage. Mais si on avait tous notion de ces langages de l'amour, on se sentirait plus facilement aimé. Alors il y a une question, Audrey, et je me fais toujours un peu l'avocat du diable, c'est de se dire, vous n'êtes pas psychologue. Non. Vous n'êtes pas psychiatre. Non. Vous n'êtes pas pédiatre. Non. Donc, on pourrait se poser cette question-là en disant, mais attendez, comment vous pouvez parler de la psychologie de l'enfant? Ça a marché sur vous, certes, au travers d'une discipline qu'est la kinésiologie, mais on peut se prendre quelques commentaires de gens qui vont avoir ce genre de réflexion. Bien sûr. Vous concernant. Je leur dirais que ça fait 15 ans que je fais ça, que j'ai vu 15 000 personnes et que ça, enfin voilà, au bout d'un moment, j'avais tous les pédiatres et toutes les crèches de Nantes qui m'envoyaient du monde parce qu'en fait, à partir du moment où un enfant fait ses nuits, au bout d'une ou deux séances, qu'il arrête de faire pipi au lit, qu'il arrête de faire des crises de colère. Puis maintenant, j'ai formé 500 personnes et j'ai le retour aussi des 500 personnes qui m'ont formé en me disant, écoute Audrey, ta méthode, elle permet vraiment d'aider les enfants et les parents. Donc, wow. Et cette méthode, c'est raconte-moi mon histoire. Ça peut faire peur. Oui. C'est vrai. C'est-à-dire que là, on soulève le capot, quoi. Et il faut accepter d'aller chercher et d'entendre, en tout cas, complètement. Ce qu'on a à entendre. Après, quand les parents prennent rendez-vous, ils ont conscience de ça. De toute manière, on est souvent la dernière roue du carrosse. Ils sont allés voir le pédiatre, les médecins, les spécialistes, l'ostéo. Ils sont comme ça, ils sont cernés. Ça fait 4 ans qu'ils dorment pas. Ils sont prêts à tout. Donc, si on est en train de parler d'IVG, ils sont prêts, quoi. Et notamment sur les histoires, je pense à ça, sur les histoires d'IVG ou de fausses couches, j'imagine très bien que le fait de le dire comme ça à un enfant, quels sont les mots que vous allez utiliser pour expliquer, ou la gestuelle que vous allez avoir avec les peluches, pour expliquer à un enfant qu'il n'est pas le premier? Je veux dire, avant que tu arrives dans le ventre de maman, il y a eu un début de bébé, et ce début de bébé, il est mort. C'est comme ça. Dans le cas d'une fausse couche, je veux dire, c'est pas de la faute de papa, c'est pas de la faute de maman, c'est juste que parfois ça arrive. Ce n'est pas parce que ça arrivait à papa et à maman que ça t'arrivera le jour où toi tu auras des enfants. Aussi simplement que ça? Ah oui, factuel. Et d'accord, mais même le mot mort, comme ça, on le balance? Oui, parce qu'en fait, si vous dites, en fait, il est parti, ou il est parti au ciel, en fait, l'enfant peut associer le ciel à la mort, donc on va avoir des troubles pour prendre l'avion. Si on va dire, il est parti, donc si papa et maman ils partent en vacances, ça veut dire qu'ils peuvent mourir, donc l'inconscient, il est un peu bébête, il peut faire des associations. Donc là, je veux dire factuellement, il est mort. Et en fait, l'enfant n'a pas de souci avec le mot mort, c'est l'adulte.
Une fois, j'ai un petit garçon, il m'a dit, mais Audrey, quand les gens, ils meurent et qu'ils montent au ciel, ils doivent percuter les oiseaux. Oh. Je lui dis, bah, d'après toi, ils font quoi? Ils me font, bah, ils font comme ça. Je fais, bah oui, ils les évitent, ils sont pas débiles, les morts. Oh, c'est beau. Et en fait, c'est nous, adultes, qui avons peur avec ça. Mais l'enfant, enfin, moi, ça fait... Enfin, voilà, j'ai dû voir au moins 15 000 enfants. Le mot mort, c'est OK pour eux. Hein. Et pour vous? Bah, à force d'en parler, oui. Quel rapport vous avez avec ça? Bah, je pense que le suicide de Philippe m'a fait... Je pense que j'ai commencé à vivre à ce moment-là, en fait. C'est son suicide qui m'a fait prendre conscience que la vie, elle pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à vivre à 28 ans. Donc, je suis en mode yes woman. C'est-à-dire que quand on me propose quelque chose, je vais dire oui parce que je sais que ça peut s'arrêter maintenant. Et j'ai vraiment cette mission de... Je suis venue sur Terre pour aider les autres, quoi. Vraiment, j'ai pas envie, à ma mort, de me dire... je suis allée à Bali ou je ne fais quoi. Enfin, c'est vraiment... je n'ai rien contre Bali, mais en fait, j'ai besoin d'avoir... En fait, je n'ai pas d'enfant et je pense que j'ai vraiment besoin de me dire, parce que je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas à transmettre ça à des enfants, je vais pouvoir aider les autres enfants et les autres parents. Ce qui est assez extraordinaire, c'est quand même un cheminement du destin qui est assez fou que de se dire que vous n'avez pas d'enfants et vous vous occupez des enfants des autres. Je suis spécialisée là-dedans. C'est incroyable quand même. Complètement. Comme quoi, c'est une manière... Mais non, puis la vie, les événements, enfin pour moi, c'est des cadeaux mal emballés. Enfin voilà, il y a le suicide qui m'emmène à la kinésiologie, qui m'emmène à la traduction de bébé, qui m'emmène à la découverte du secret, qui crée la méthode, et ainsi de suite. Je trouve ça chouette. On parlait tout à l'heure des enfants et de la manière dont on pouvait leur expliquer des choses et leur faire comprendre qu'ils n'étaient peut-être pas les premiers de la fratrie. Face à l'IVG, quels sont les mots que vous utilisez? Je veux dire, à un moment donné, papa et maman, il y a eu un début de bébé qui est arrivé dans le ventre de maman, et à ce moment-là, c'était pas OK pour eux de le garder. Et ils ont le droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en France, au tout début, quand le bébé il est tout petit, vraiment c'est tout petit, en fait, on peut décider de pas le garder, et à ce moment-là, ce début de bébé, il meurt. Et je veux dire, toi, si tu es là, c'est que papa et maman, ils ont décidé de te garder, c'est pour toute la vie. Ce n'est pas parce que papa et maman ont vécu ça pour la première grossesse que c'est ce qui se passera si un jour toi, tu as un enfant. Quand on vous entend comme ça paraît hyper simple. Et en même temps, un peu brut de décoffrage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je suis avec les peluches, ça passe. Et ça passe tout seul. Non, mais c'est fou, on s'imagine pas. Et alors, est-ce que vous avez un avant-après? C'est-à-dire que, quels étaient les symptômes, le comportement peut-être déviant d'un enfant avant que vous ne lui annonciez ce genre de choses? Alors souvent, il peut y avoir des troubles du sommeil. En fait, pour l'inconscient, le fait d'être allongé les yeux fermés, c'est associé à la mort. Donc en fait, dans toute son histoire, je vais rechercher tout ce qui est en lien avec la mort. Donc par exemple, si les parents ont fait une fausse couche avant, il y a déjà cette notion de « je peux mourir dans le ventre de maman ». Si papa et maman, ils ont peur de faire une fausse couche, c'est-à-dire que s'ils ont peur, ça veut dire que moi aussi, je peux mourir. Donc ça vient rajouter le « je peux mourir », donc des troubles du sommeil. Si maman, papa a peur que je meure, va falloir que je leur prouve absolument que je suis bien vivant. Et comment un enfant prouve qu'il est bien vivant? Il dort pas, il est tout le temps en train de dire « oui, je suis là », et ainsi de suite. Donc souvent, les enfants sont beaucoup plus calmes et dorment, ils arrêtent de faire pipi au lit, ce genre de choses. Depuis tout à l'heure, c'est les deux symptômes dont vous parlez le plus, le pipi au lit et les troubles du sommeil. Oui, je pense que 90% de mes patients, en tout cas chez les jeunes enfants, c'est les troubles du sommeil. Et en fait, c'est toujours la mort. L'énurésie, souvent, il y a une notion de place, il y a une notion de mort. L'encoprésie, la difficulté à aller faire caca, c'est la même chose. Très souvent, il y a une notion de mort. Alors les parents ils me disent « Oh, mais non, mais en fait, je vois pas pourquoi il y a une notion de mort. » Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, ils se rendent compte que la mort est tout le temps présente. Est-ce que dans votre approche, puisqu'il y a eu des secrets révélés, des secrets de famille dans votre histoire, j'imagine que vous avez des parents qui viennent avec les enfants. Oups. Qui a un petit secret de famille qui est pas très très loin là-dessous, oui, qui doit être difficilement acceptable, ou des couples qui se regardent comme ça en disant mais c'est une blague, alors que vous l'avez décelé. Oui, après moi pendant la séance, je mets juste en lumière ce qui est dit par les parents, c'est-à-dire si les parents ne veulent pas parler de telle ou telle chose, je peux pas le savoir, donc je vais pas. Le but de la séance, c'est pas d'aller creuser des choses que les parents n'ont pas envie de dire. Mais pourtant, il est là le problème. Oui, mais s'ils ne le nomment pas, alors, des fois j'ai des mails, c'est Audrey, comment tu pourrais m'expliquer, comment vous pourriez expliquer ça à mon enfant? Une fois j'ai une personne qui m'a envoyé un mail en disant écoutez ma fille, je sais pas si elle est de mon mari ou de mon amant.
Bah, bien évidemment, je vais pas dire à la petite, maman, elle se posait des questions, donc... Mais j'ai posé... On sait pas qui est vraiment ton papa, tu sais, chérie. Alors, on va faire un petit test musculaire avec la kinésiologie, tu vas voir, ça va, non. Donc, dans ces cas-là, bien évidemment, l'enfant était en âge de comprendre, donc heureusement qu'elle m'avait envoyé un mail avant, et en fait, j'ai dit, ben voilà, il y a maman, il y a papa, et j'ai posé un point d'interrogation en disant, ben maman, quand tu étais dans son ventre, elle se posait des questions. Peut-être qu'un jour, elle t'expliquera pourquoi elle se posait des questions. C'est-à-dire que je vais nommer les choses, sans rentrer dans le détail, parce que là, en fait, ça aurait... Mais là, ce point d'interrogation-là, il rentre dans l'esprit du petit. Oui, mais elle comprend pourquoi elle se pose des questions. Enfin, elle comprend. Ce que je lui dis, en fait, ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que là, elle se pose des questions d'adulte. Peut-être que quand toi, tu seras adulte, elle aura envie de te parler de ça. On pose au moins quelque chose, quoi. Ok. Et elle grandit avec ça. Elle grandit avec ça. Jusqu'au jour où la mère est prête à peut-être dire les choses et tout ça. Sauf que la mère, elle ne sait pas. Elle sait pas, peut-être qu'elle saura jamais. C'est pour ça que je dis bien à l'enfant, peut-être qu'un jour, maman, elle t'en parlera, peut-être qu'elle t'en parlera pas. En tout cas, c'est quelque chose qui la regarde et ça va être à elle d'aller travailler sur ce point d'interrogation. Ouais. Quel est, au travers de vos histoires, j'allais dire, vous devriez écrire un livre sur les histoires. Sur les histoires. Parce qu'il doit y avoir des trucs, des situations assez rocambolesques. Ou même des choses qui ont dû vous mettre mal à l'aise. Parce que là, vous rentrez vraiment dans, non seulement l'intime de la famille et du couple, mais en plus de ça, dans l'histoire de la famille au sens très large, pour le coup. Quel est le truc le plus improbable auquel vous ayez été confronté? C'était en début de séance et je fais, est-ce qu'il y a eu des choses importantes à nommer avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Elle me dit, en fait, quand j'étais petite, mon père, donc, elle avait une sœur, sa mère et son père, et elle me dit, en fait, notre père a sorti un fusil, il voulait tous nous tuer. J'étais là, elle me dit, j'avais 10 ans, j'ai baissé le pistolet de mon père et je lui ai dit, papa, je pense que t'es fatigué, va faire la sieste. Et elle est partie, elle s'est enfuie avec sa mère et sa sœur. Donc ça, il a fallu que j'explique ça à l'enfant qui avait 7 ans en face de moi. Bon, là, j'ai eu quelques sueurs. Grave, parce qu'en plus, 7 ans, il est parfaitement en âge de comprendre les choses, il sait ce que c'est qu'un pistolet ou de tuer quelqu'un. Oui. Donc, quel mot vous utilisez? Je dis, qu'est-ce qu'il a voulu faire, papy? Il a pris un fusil, il voulait tuer tout le monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose de bien? Mais non, c'est interdit. Et du coup, je vais poser le grand-père, je vais poser le comportement qui est interdit, et on va poser des mots là-dessus, et on va dire, ce n'est pas parce que papy a eu ce comportement que tous les hommes sont comme ça, et que ce n'est pas parce que papy est comme ça que tu seras comme ça, et enfin voilà, pour couper la loyauté familiale. J'essaie, on rigole beaucoup pendant la séance, même si c'est des choses horribles. Dramatiques, bien sûr. Je mets beaucoup d'humour. Ouais, il faut. Ah oui, là, parce que oui. C'est déjà suffisamment compliqué. Je serais curieux de voir la réaction du petit à ce moment-là. Il fait oui. Il va dire, je vais faire, est-ce que c'est normal? Non. C'est fou. Mais en fait, dans la méthode, quand on l'analyse comme ça, alors je pense qu'il y a d'autres spécificités et vous avez votre singularité, mais ça semble assez simple dans la pratique. Mais oui, en fait, on raconte ce que les parents, on met en scène ce qui est dit par les parents. C'est ça. Et on décortique les émotions, le comportement. Et souvent, je coupe la loyauté. Je dis bien toujours, ce n'est pas parce que papa, maman, grand-père, mamie a vécu ça que tu vas vivre ça. C'est comme on se transmet tout de génération en génération, je coupe. Alors ça, c'est valable chez les tout-petits parce qu'on l'a évoqué. À partir de quel âge on peut commencer ça? Dès que l'enfant est dans le ventre. Ah oui, c'est vrai. Ouais. In utero, exact. On a déjà commencé avec ça. Mais alors, tout le monde devrait commencer par ça. Oui, mais oui. Et j'ai de plus en plus d'adultes qui viennent avec leurs parents. Parce qu'en fait, moi, pour poser des questions, j'ai quand même besoin au moins d'avoir la mère pour savoir tout ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine. Vous imaginez le bric-à-brac quand on est adulte? Oui, parce qu'en fait, on s'est construit des choses. Bien sûr. On s'est construit des choses. Là, il faut revenir avec les parents. Ouais. Est-ce que, et pour le cas, si les parents ne sont pas là, si les parents ne veulent pas, si on peut faire à distance des choses? Non, pour moi, il faut quand même des informations. Enfin, le protocole, c'est quand même bien 60 questions qui sont bien précises. Si on n'a pas d'informations sur comment on est né, si on a été désiré ou pas, c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire que si tout le monde ne joue pas le jeu, quand on est adulte, si on joue pas le jeu avec ses parents, c'est mort. C'est pas que c'est mort, mais du coup, on va pas utiliser la méthode raconte-moi mon histoire. On peut plutôt utiliser la kinésiologie. Et à ce moment-là, je vais faire plein de techniques, je vais chercher le test musculaire et on va revenir à un moment précis peut-être de la vie intra-utérine ou de la vie de la personne. Alors, j'ai reçu une thérapeute l'autre jour qui était installée ici, comme vous, sur les canapés, et qui me dit qu'est-ce qui s'insurge contre le fait que on puisse considérer nettoyer l'intégralité
en disant, voilà, je vais remonter sur vos vies antérieures sur ceci, ou je vais nettoyer chaque étape de votre vie pour qu'il n'y ait plus ces schémas répétitifs et autres. Elle dit, mais c'est absurde. On ne peut pas faire ça. On peut le faire ponctuellement sur quelque chose de précis, et on réitère la même chose sur autre chose de précis, mais on ne peut pas faire un nettoyage global. Vous êtes d'accord? Oui et non. Parce que pour moi, la vie n'est qu'une suite de répétitions. Donc plus tôt on commence, c'est-à-dire plus tôt on va libérer les émotions bloquées depuis la vie intra-utérine, moins on a de chances de répéter. Parce qu'en fait, on répète, quoi. Tant qu'on n'a pas compris, on répète. Donc de là à tout nettoyer en une séance, non. Mais pour moi, plus tôt on s'y prend, mieux c'est, quoi. Je sais pas si ça répond à votre question. Si, c'est tout à fait ça. Mais l'idée, c'était aussi de se dire que ça remet en question quand même l'approche des psychothérapies qu'on pourrait faire. Parfois, on a ce sentiment en disant, voilà, je vais pas bien, je vais faire une psychothérapie, voire une analyse. Mais en quelques séances, on peut aussi avoir l'efficacité, voire plus, d'une approche dite classique. Oui, parce qu'on comprend, une fois, j'ai une adolescente de 12 ans, elle était très en colère contre son père. On fait la séance de raconte-moi mon histoire, et à un moment donné, la mère me dit, j'ai arrêté l'allaitement parce que son père voulait absolument donner le biberon. Et là, l'adolescente regarde sa mère et se dit, mais en fait, mon père a fait ça parce qu'il m'aimait, quoi. Mais oui, sauf que la petite fille, elle a vu son père comme un ennemi, parce qu'à cause de lui, elle pouvait plus prendre le sein de sa mère. Et en fait, il y a une sorte de révélation, et à la suite de la séance, elle a arrêté d'être en colère contre son père. Parce qu'elle a compris, la petite fille à l'intérieur d'elle a compris que son père l'aimait. Des fois, c'est un truc, des fois, c'est rien. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Mais c'est engrammé. Oui, une fois, j'ai un homme, il me dit, Audrey, je n'arrive pas avec les femmes. On remonte à ses 3 ans. Je lui fais, qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 3 ans? Donc, je le mets en auto-hypnose. Il me dit, je me vois sur le lit de ma mère et en fait, elle veut pas m'épouser. Bah oui, c'est normal. C'est ta mère. Sauf que le petit... Bah oui, il est bête, quoi. Sauf que le petit garçon de 3 ans, il s'est dit, mais si ma mère ne veut pas m'épouser, il y aura aucune femme qui va m'épouser. Donc, il se retrouve avec sa pensée limitante qui est, je ne peux pas plaire aux femmes. Et il avance comme ça dans sa vie. Et du coup, la vie... éternel recommencement, elle va venir appuyer sa pensée limitante. Mais vous savez que c'est en même temps... Alors, c'est extraordinaire parce que vous mettez le doigt effectivement là où ça fait mal, et en tout cas, vous pouvez régler des situations, mais c'est extrêmement culpabilisant pour les parents. C'est-à-dire qu'il faut faire gaffe à tout ce qu'on dit et la manière dont on exprime les choses et la relation qu'on peut avoir avec ses enfants. Non, ce que je dis aux parents, que les enfants ont besoin de parents imparfaits, et que de toute manière, même si vous faites bien, votre enfant, à 30 ans, va aller voir un psy ou autre, et il va... Donc, soyez comme vous êtes. Ce que je dis toujours aux parents, c'est les enfants ont besoin de parents imparfaits. C'est ce qui va leur permettre de quitter le nid. Parce que, en fait, si ma mère est toujours parfaite ou mon père est parfait, justement, je peux me sentir inférieure à ma mère et tout ça. Donc, première chose. Deuxième chose, à chaque fois que les parents ont des émotions, c'est dire à l'enfant, c'est mon émotion et c'est à moi de m'en occuper parce que je suis l'adulte. Les parents sont imparfaits. C'est juste prendre de la conscience, en fait. Ça paraît tellement évident. Mais oui. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Et c'est au travers de petits exercices comme ça qu'on peut... Vous vous rendez compte que juste avec des petites choses spontanées, dites très clairement avec des mots que vous adaptez évidemment en fonction de l'âge, que vous pouvez changer sans doute la vie d'un enfant. Oui, parce qu'en fait, quand on est dans le ventre de notre mère, on s'imagine notre vérité, qui est loin de la vérité. Et à partir du moment où on met de la lumière sur tous les événements, ça change tout. Quand je suis dans le ventre et qu'en fait mes parents veulent un garçon et que je suis une fille, quand je dis à l'enfant, mais en fait que ce soit toi ou un autre enfant, les parents, ils auraient une même réaction. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que eux, dans leur tête, ils avaient absolument envie d'avoir une fille. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça aurait été un autre bébé, ils auraient eu la même réaction, ça change tout. Est-ce que tous les comportements d'enfants peuvent être justifiés ou en tout cas peuvent se travailler avec votre méthode? Je pense que les méthodes, elles sont toutes complémentaires. Donc moi, je travaille essentiellement sur les émotions bloquées, mais après, il y a certainement d'autres choses. Oui, mais est-ce qu'un comportement, et on le voit, les enfants en ce moment, il y a la grande tendance, tout le monde est HPI, tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Est-ce que ça, c'est peut-être une mauvaise gestion émotionnelle? Enfin, je dis peut-être pas honnêtement, je suis pas du tout assez spécialisée là-dedans, et puis je n'aime pas du tout mettre des étiquettes sur les enfants. Moi, je veux juste que l'enfant il soit bien. Oui, mais pour qu'il soit bien, il faut comprendre son comportement. Après, moi, c'est mon prisme de la méthode Raconte-moi mon histoire, mais en fait, je pense que pour moi, c'est hyper important que tous les professionnels travaillent ensemble.
Et qu'on arrête la petite guéguerre de ma méthode, elle est meilleure que la... Stop. Stop. Il y a des personnes pour qui la méthode raconte-moi mon histoire, ça va être génial, puis pour d'autres, ça va pas marcher. Et ça va être la réflexologie plantaire, d'autres techniques. Mais quand on voit, encore une fois, je reviens là-dessus, parce que quand on voit des enfants qui ont des attitudes en classe, qui sont hyperactifs, qui sont ceci, ça doit sans doute révéler quelque chose de leur histoire, pour le coup. Oui. Et peut-être que en racontant mon histoire, il y a peut-être des explications à trouver. Oui, dans les enfants qui bougent tout le temps, en fait, c'est possible que, par exemple, si je suis dans le ventre de ma mère, que je suis tranquillou bilou, mais que ma mère, elle arrête pas de me stimuler ou que ça la rassure quand je bouge, l'enfant, il peut se dire, bouger permet de rassurer ma mère. Bouger, c'est égal être en vie. Donc, on va avoir des enfants et des adultes qui ne vont pas réussir à se calmer. Vous avez des adultes qui vont vous dire, Audrey, je peux jamais me mettre sur mon canapé. Mais peut-être que l'inconscient a associé être calme à mourir. Donc en fait, on va se retrouver avec des enfants qui vont tout le temps bouger, mais des adultes aussi. Wow, vous l'avez vérifié, ça? Mais plein de fois. Donc des enfants qui étaient considérés comme hyperactifs, qu'on excuse même parfois en disant « mais c'est pas de sa faute, il est hyperactif ». Il peut y avoir ça, et puis il peut y avoir des réflexes dans le bas du dos qui font qu'en fait, je peux pas supporter d'être au fond d'un canapé. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer. Mais c'est fantastique, ça. Mais oui. Non, mais c'est vrai. C'est quand même, moi, je trouve ça extraordinaire. On devrait au moins tester ça. Alors, on se pose la question, évidemment, la suivante, c'est à distance, on peut le faire, ça? Moi, je le fais pas, non. Non, il faut être vraiment sur place. Bah, les séances, elles durent 1 heure, donc moi, je me vois mal faire une séance en Zoom avec un enfant d'1 heure. En plus, moi, j'aime bien avec les peluches, j'ai besoin qu'il interagisse. C'est compliqué. C'est ma manière de travailler, c'est pas à distance. Donc, vous êtes à Nantes? Je suis à Nantes. Ouais. Voilà, et vous avez votre cabinet là-bas? Oui. Bon, donc il faudra aller à Nantes. Hein, bon, sachant que je prends plus de nouveaux patients, mais j'ai formé des personnes à la méthode. Donc c'est ce dont on va parler, évidemment. Et plus de 500, vous m'avez dit, je crois. Oui. C'est ça. Bon. C'est cette méthode-là, hein, raconte-moi mon histoire. C'est la méthode raconte-moi mon histoire. Raconte-moi mon histoire. Donc, tous ceux qui s'intéressent à avoir cette corde à leur arc, carte supplémentaire, où, quand, comment? Alors, c'est dans différentes villes de France et en Suisse, à Lausanne, ou alors en ligne. Où en fait je vais expliquer toute la technique, les approches, comment on accueille un enfant, comment on libère les émotions tout au long de sa vie, comment on pose un cadre. Le but du jeu, c'est d'avoir plein de professionnels qui continuent de m'accompagner dans cette mission. Et évidemment, qui sont ces gens qui se forment en règle générale? Vous avez même des médecins, des psychiatres? J'ai eu des psychiatres, des psychologues, des kinésithérapeutes, des ostéos, des kinésios, parce que j'ai une communauté de kinésiologues qui me suivent, mais en fait, toutes les personnes qui ont envie d'accompagner les enfants et les parents. Ce qui est assez fou, c'est qu'on se dit, c'est pas sur les bancs de la fac qu'on va apprendre ça. Hein. Non. Alors que vous êtes quand même la preuve de l'efficacité du truc, quoi. Oui, mais on rame. Et moi, le but, ce serait aussi de former les professionnels en maternité, les obstétriciens, les gynécos, les sages-femmes, pour que dès le début, on puisse dire à l'enfant: ok, là, t'es né par forceps, c'est pas parce qu'on t'a aidé à ce moment-là que t'auras toujours besoin d'aide, je comprends, mais là, si on a fait ça, c'était juste pour t'aider, le monde... Parce qu'en fait, si je suis né par forceps, je peux me dire, le monde extérieur est dangereux, j'aurai toujours besoin d'aide, atteindre un objectif, c'est douloureux, ça fait mal, enfin voilà. Et je me dis que dès le début, si les professionnels pouvaient mettre des mots sur cet enfant qui vient de naître, waouh. Et c'est pas fait? Pas encore. Mais je pense que c'est en chemin? Oui. Ouais. Je crois. Combien de temps dure cette formation Raconte-moi mon histoire? Elle est en présentiel en 5 jours et en ligne, on peut la faire à son rythme. À son rythme. Ok, donc c'est 5 jours pour maîtriser. Quelles sont les bases essentielles avant de s'engager dans cette quand ça fait sens. Quand on écoute la méthode et qu'on se dit « Ah, j'ai vraiment envie d'aider ». Quel que soit d'où on vient. Oui, avant, j'avais ouvert co-thérapeute et en fait, j'ai des personnes qui travaillent avec des enfants ou autres qui m'ont dit « Audrey, ta formation, elle m'appelle vraiment, j'ai vraiment envie de la faire ». Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'essaye vraiment de donner tous les outils nécessaires. Ouais. Et en fait, à partir du moment où ça fait sens, c'est qu'on sent qu'on est appelé, quoi. Parfois, on a des raccourcis quand on parle des troubles autistiques, quand on parle des troubles du comportement alimentaire, quand on parle des TOC. Ça aussi, votre méthode peut aider? Accompagner. Dans tout ce qui est TOC, éthique, on est aussi dans la notion de la mort. En fait, c'est si j'ai des tics, mais en fait, je suis en train de montrer au monde extérieur que je suis bien vivant. Donc, ça va rassurer les autres que je suis bien vivant. Donc, si j'ai compris que ma mère et mon père avaient peur que je meure, ça va les rassurer. Et ça va rassurer mon inconscient que je suis bien vivant parce que je suis en train de bouger. Les TOC, c'est la même chose. Si je suis en train de vérifier ma voiture, mon appartement, c'est la même chose. Sachant que symboliquement, la voiture et l'appartement symbolisent l'utérus.
Non, mais c'est extraordinaire parce que c'est tellement logique. C'est tellement incroyablement logique. Non, mais je peux en parler des heures. Mais j'imagine. Combien de temps vous avez mis pour mettre en place cette formation, alors, pour le coup? Je sais pas, c'est comme si ça s'était fait naturellement, en fait. Donc, le secret, j'ai découvert en 2016. En 2018, j'étais déjà en train de mettre tout ça en... Je sais pas, c'est comme si c'était naturel. Ouais. Il y a un second livre? Oui, qui sort avant l'été. Avant cet été, sur la thématique de la kinésiologie, mais pas que. En fait, avec la maison d'édition, j'ai regroupé toutes les techniques que j'utilise à mon cabinet depuis 20 ans. Donc, il y a la kinésiologie, mais il y a aussi toutes les astuces que je peux donner pour se révéler. Quand je vois des gens comme vous qui forment aujourd'hui, qui ne sont peut-être plus nécessairement sur le terrain, comme on dit, ça vous manque pas? Je suis encore au cabinet. Hein. Oui, pour moi, c'est hyper important. Je me vois pas formatrice, je me vois pas transmettre sans pratiquer mon cabinet. Donc pour moi, c'est hyper important. Même si aujourd'hui, je suis moi mon cabinet, pour moi, ce serait pas cohérent en fait que de plus être sur le terrain. Donc il y a des thérapeutes aujourd'hui qui sont estampillés. Raconte-moi mon histoire. Oui, il y a un annuaire des personnes qui sont formées à cette méthode. D'accord. Et comme une sorte de label? Oui. Ouais. Une certification. Exactement. Ils ont passé un examen et tout. Ils ont passé un examen. Ils sont estampillés. Exactement. C'est passionnant, Audrey. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir de quelle manière votre histoire permet de soulager l'histoire des autres, de se rendre compte qu'on peut faire ça dès tout petit, voire même avant même de débarquer dans ce monde de brut. Et il y a peut-être des mauvaises langues qui se diront, oui, mais ok, on commence à la conception, mais peut-être qu'il faut remonter encore plus loin. Dans la méthode Raconte-moi mon histoire, on est bien avant la conception. Bien avant la conception. Oui, et pas 9 mois avant la conception. Non, en fait, 9 mois avant la conception, c'est ce que Jean-Philippe Brébion expliquait dans l'empreinte de naissance, c'est-à-dire il y a les 9 mois avant la conception, les 9 mois de la grossesse et les 9 mois après la naissance. On est sur l'empreinte de naissance de 27 mois. Mais dans la méthode Raconte-moi mon histoire, on va bien au-delà. On va poser tout ce qui peut être important dans l'histoire de l'enfant. Par exemple, si ma mère, elle a perdu son père quand elle avait 2 ans, ça, je vais le poser. Parce que si ma mère, son père est mort quand elle avait 2 ans, peut-être que moi, quand je vais avoir 2 ans, mon père, il va mourir. Donc, on peut se retrouver avec un enfant qui va avoir des troubles du sommeil, qui va pas vouloir se séparer de son père. La difficulté de votre approche, je trouve, elle a un côté très positif et un côté compliqué. Parce que je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Très positif parce qu'elle révèle des choses, elle soulage des choses et elle permet de vivre sa vie dans la mesure du possible, sereinement, et en même temps très compliqué parce qu'encore une fois, sur la manière dont les parents vont écouter votre message, inconsciemment, même si vous avez dit tout à l'heure « Non, mais attendez, on est parfaitement imparfait », on sait que le comportement ou les mots ou les secrets de tout ce qu'on ne souhaite pas dire ou que l'on dit mal auront un impact. Après, moi, la notion de culpabilité, elle revient très souvent en séance et je dis souvent aux personnes, la culpabilité, c'est être coupable et être coupable, c'est vouloir consciemment faire du mal à quelqu'un. La culpabilité égale être coupable égale vouloir faire consciemment du mal à quelqu'un. Je veux dire aux parents, est-ce qu'à ce moment-là, vous vouliez faire consciemment du mal à votre enfant? Non. Du coup, vous n'êtes pas coupable. Et du coup, la culpabilité, elle s'en va. Donc, à chaque personne qui culpabilise, se demander, est-ce qu'à ce moment-là de ma vie, je voulais faire consciemment du mal à cet enfant, à mon mari, à ma femme, à une copine. À ce moment-là. Et ça, c'est valable dans toutes les situations de la vie. Toutes les situations. Oui, mais si j'avais su. Moi, si à ce moment-là, j'ai fait ce choix, c'est qu'à ce moment-là, j'étais persuadée que c'était le meilleur choix. On n'est pas débile. On se dit pas, entre ce choix-là et ce choix-là, je vais prendre celui-là parce qu'il va bien pourrir ma vie. Non. Non. Évidemment. Ce que vous venez de donner, là, c'est un petit tips absolument essentiel. Vital. On peut se poser cette question dans toutes les situations de notre vie. Tout le temps, dès que ça vient. Ok, est-ce qu'à ce moment-là, je voulais faire du mal à cette personne? Non. On se dit pas, je vais faire ça, ça va bien pourrir mon enfant sur toute sa vie. Bah non. Bon, sinon, si c'est oui, c'est que... Bon, on va directement dans un autre service. Non, ou si c'est oui, c'est peut-être une petite vengeance. Peut-être. Voilà. Bon. Non, c'est vraiment... je trouve que vous avez une manière... ce qui est incroyable, c'est que alors, soit vous êtes une très bonne pédagogue et vous expliquez les choses admirablement bien et donc simplement, soit votre méthode est vraiment très simple.
Bah, je pense les deux. Moi, quand j'étais petite et que j'allais voir les médecins, je trouvais qu'on comprenait rien. Et en fait, je sortais souvent avec mes parents. Et en fait, j'étais là, mais ils nous ont pris pour des débiles, en fait. Enfin, je n'ai rien compris. Et en fait, je me suis toujours dit, mais depuis que je suis toute petite, si un jour je suis thérapeute, je parlerai aux gens comme si les personnes avaient 2 ans. Et même quand j'étais kinésithérapeute, je n'ai jamais utilisé des termes savants. J'étais là, bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne supporte pas que le thérapeute se dise supérieur aux autres. Pour moi, c'est pas possible. Et alors, si à l'époque de kiné, la kinésio vous a aidé, est-ce qu'aujourd'hui, la kinésio vous permet, même si vous avez arrêté la kiné, de dire à une personne, bah, vous savez, vous avez une douleur ici, mais on sait pourquoi. On sait pas, c'est pas pour rien. Bah oui, alors après, tout dépend de la personne. La personne va dire, bah si, c'est normal, tu vois bien, j'ai fait du jardinage la semaine dernière, donc c'est normal. Je vais dire, oui, mais bon. Je suis déformée maintenant, c'est foutu. Oui, moi, je suis persuadée que c'est un message du corps, donc ce qui n'enlève pas la douleur et les troubles physiques du corps. Mais plus jamais je pourrais être que kinésithérapeute. C'est sûr. C'est foutu. C'est sûr, c'est sûr. Surtout quand on a cette dimension supplémentaire qui est incontournable. Aux éditions Le Duc, ça s'appelle Le Grand Livre de la kinésiologie spéciale enfant. 2e ouvrage cet été. Avant l'été. Oui, il sort normalement le 19 juin. Toujours chez Le Duc ? Toujours chez Le Duc. Chez Le Duc, qu'on salue au passage. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup avec Animae, avec voilà, toutes les autres qui font partie de ce groupe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'accompagner, encore une fois, beaucoup de futurs professionnels au travers de votre approche de Raconte-moi mon histoire, que nos histoires ne soient pas aussi lourdes de conséquences à vivre, qu'on se libère de tout ça aussi. Complètement. Complètement. Qu'on se libère de nos pensées limitantes pour pouvoir enfin être qui on est. Vous l'êtes ? Ah oui. Je m'éclate, hein, franchement. Je me dis, et votre entourage aussi, votre famille aussi ? Oui, alors après, je dis souvent qu'il y a un éclaireur dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire « Ouh, ça serait bien qu'on travaille sur soi », mais souvent, il n'y en a qu'un dans la famille. Donc, à bon entendeur. C'est ça, c'est ça. Et quand on est dans ce cas de figure, on lâche l'affaire ? Oui et non, mais ça nous permet de prendre du recul et se dire ok, ils sont comme ça, on accepte. Mais c'est dur, franchement, quand on... Ouais. Bon, il y a que votre frérot qui est ok, quoi. Et encore, lui, il n'a pas du tout vécu l'annonce du secret de la même manière que moi, donc... L'annonce du secret. Il y a un petit côté cinématographique, hein. L'annonce du secret. Complètement. Merci en tout cas, merci beaucoup Audrey. On va mettre les liens d'Audrey autour de cette vidéo, vous allez pouvoir commenter, et je sais que ça va l'être parce que, inévitablement, si vous avez un bambin à côté là, peut-être qu'il a regardé en fait l'émission et qu'il se dise mais elle a raison la dame, il faut faire ça, raconte-moi mon histoire maman, raconte-moi mon histoire. C'est moi si c'est mon père. Dites-moi, mon Dieu. Moi c'est juste ça, vous savez, si j'étais dans votre cas, en tant que professionnel comme ça, c'est juste le truc que je redouterais. Lever un lièvre qu'il fallait pas. Oui, mais là, je suis vraiment en accord avec les parents. On y va tranquillement. Et à chaque fois, je demande aux parents, est-ce que c'est OK qu'on en parle ? Enfin, là, ça peut paraître... Oui, rien que le fait de poser la question, c'est que déjà, il y a un problème. En fait, souvent, c'est qu'ils ils ont des lièvres à lever, en fait, souvent, ils m'envoient un mail avant en disant, voilà, comment on peut aborder ça, ou est-ce que c'est possible de pas en parler ? Et dans ce cas-là, je peux dire à la mère ou au père, on va d'abord se voir en séance individuelle et on va déjà libérer les choses de notre côté, quoi. Et parce qu'il y a des dossiers lourds. Un petit peu, mais dans ce cas-là, je peux demander facilement aux parents de venir en séance individuelle. Alors déjà, donc vous avez entendu, si Audrey vous convoque en séance individuelle, c'est qu'il y a du dossier. C'est qu'on va bien rigoler. Alors, prenons ça comme ça, très bien, on va bien rigoler, pas de problème, on va le prendre de cette manière-là, mais c'est sans doute qu'il y a un truc qui peut pas être dit De toute manière, souvent l'enfant, il est là pour, il exprime souvent, il somatise souvent ce qui n'est pas exprimé chez les parents. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on parle même pas des enfants, là, je parle du couple, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être révélées dans le couple, sous prétexte qu'il faut soulager l'enfant, on est bien d'accord, mais pour soulager l'enfant, on intervient chez les parents. Donc vous pouvez aller chercher des trucs chez les parents. Avec leur accord. Avec leur accord, oui, bien sûr. Des fois, c'est juste planter des graines et du coup, ça continue de cheminer, se dire, OK, on va travailler ça de notre côté. En douceur. C'est vraiment... Ça peut paraître un peu trash, mais on y va vraiment en douceur et en douceur. Bon, c'est assez étonnant d'ailleurs que... alors, votre site, c'est audrey-kinésiologue.com, mais je trouve que la kinésiologie, c'est presque secondaire par rapport à cette méthode. Oui, je suis en pleine évolution, donc je suis comme une sorte de Pokémon. Je sais pas jusqu'où je vais aller.
On n'est pas de la même génération parce que Pokémon ne me parle pas du tout. Il y en a Non, mais Casimir, mais il y en a bon. aucun de Pokémon ici, donc on laisse tomber l'affaire. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci infiniment. C'est passionnant. Bravo, en tout cas, pour ce que vous faites et la manière dont vous le faites avec cette pédagogie, cette douceur, cet humour aussi, qui est absolument essentiel pour faire passer des messages qui sont parfois lourds de conséquences. Un petit peu. Ouais, bien sûr, c'est normal. Merci infiniment. Raconte-moi mon histoire, la méthode pour libérer les émotions bloquées depuis la conception et même avant. Merci beaucoup. On se retrouve. Merci Audrey. Bon retour à Nantes et on vous met les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez entrer en contact avec Audrey. On se retrouve pour une prochaine rencontre très vite. Salut, prenez soin de vous.